Voici le Toyota 4Runner, la nouvelle version du classique VUS hors route de chez Toyota qui est avec nous depuis un bon moment. Un véhicule qui n'est toujours pas électrifié. Mais aujourd'hui, dans un épisode de Plus de Millage, on vous présente cette voiture-là, on vous dit ce qu'on en pense, puis on va aussi vous parler de peut-être l'électrification de la gamme. Qu'est-ce qu'on pense de l'électrification des VUS hors route comme le 4Runner? Donc, allons-y. Tel que je l'ai mentionné dans l'introduction, le 4Runner qu'on essaie aujourd'hui, ce n'est pas un véhicule électrique. Il n'y a pas de version à batterie 100% électrique du Toyota 4Runner. Il y a bien une version hybride, ce n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. On a un SR5 délicieusement de base. Donc, on va vous parler de cette voiture-là, de nos perspectives. Qu'est-ce qu'on pense de l'électrification du segment? Je pense que ça va être un segment qui va être très difficile à électrifier. Donc, puis c'est pour ça qu'on vous le met sur la chaîne principale, bien que ce soit un véhicule thermique. Il y a des gens qui veulent en acheter. Donc, c'est quoi les perspectives qu'on a pour l'électrification? Donc, qu'est-ce qu'on a sous le capot? C'est un moteur 2.4 litres turbo compressé qu'on voit dans quand même de plus en plus de modèles chez Toyota, qu'ils soient hybrides ou non hybrides. Mais la particularité du 4Runner, ce qu'on ne voit pas dans la plupart des VUS Toyota, c'est une architecture longitudinale. Donc, le moteur est vraiment placé d'en avant, en arrière. On a une transmission, une boîte de transfert à gamme haute et basse, high, low, pour faire le 4x4, un essieu rigide en arrière. Donc, c'est vraiment un VUS classique 4x4. Puis en plus, la version qu'on a aujourd'hui, c'est le SR5. Donc, souvent, les constructeurs, ils nous gâtent un peu trop en nous donnant les versions les super chères qui coûtent 90 100 000 $ de leur véhicule. Mais là, au moins, aujourd'hui, on a la version de base. D'ailleurs, on va vous dire combien ça coûte dans la conclusion à la fin de l'épisode. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est que le 4Runner, il est tout nouveau. Donc, c'était un véhicule qui était très daté, qui avait largement plus qu'une décennie. Je pense que ça faisait presque 15 ans, sinon plus, qu'on avait la version précédente du 4Runner, qui était d'ailleurs encore équipé du fameux V6 4 litres que le Tacoma avait délaissé en 2016, si je ne me trompe pas. Bien là, le 4Runner a poussé ce moteur-là jusqu'en 2024, même avec une transmission 5 vitesses. Donc, une chance au moins, là, on a un nouveau 4Runner. Fait qu'on va vous parler du véhicule, puis la portion sur l'électrification du segment, on va vous présenter ça plus vers la conclusion de notre épisode. À l'avant du 4Runner, on retrouve une grosse bavette aérodynamique dont le but est de réduire la consommation d'essence. Évidemment, en route, ça peut être problématique et les versions d'ailleurs TRD en route et certaines versions là, du 4Runner n'en sont pas équipées parce que ça répond plus ou moins aux attentes des utilisateurs. Ce que Toyota a fait de bien, c'est que cette bavette-là est tenue en place par 9 petites vis. Je pense que ça prend soit une douille 10 mm ou un tournevis étoile et on peut les retirer. Là. TFL d'ailleurs sur le Tacoma l'avait fait en à peu près 1 minute et demie. Donc, en quelques minutes, vous pouvez retirer cette bavette-là. Si vous voulez aller faire du hors-route, si vous préférez le look sans, vous pouvez la retirer, mais ça a un impact sur la consommation d'essence. Et si vous voulez l'enlever temporairement pour la remettre ensuite, c'est vraiment pas compliqué. Donc, chapeau à Toyota d'avoir fait ça simple, parce qu'il y a d'autres véhicules, entre autres la précédente génération de Chevrolet Colorado. On disait, ça se fait finalement, c'est une job de 2 heures. Là, ici, c'est quelque chose de super bien fait. Vraiment simple, pas compliqué, une seule personne peut le faire en quelques minutes. Nous allons monter dans le 4Runner, mais avant, je voulais vous parler des marchepieds. Bien que les marchepieds qu'on a ici sont montés à la carrosserie du véhicule, comme le sont la plupart des marchepieds, le 4Runner étant un VUS en route, Toyota a fait quelque chose que peu de constructeurs font. Ils ont mis des points d'ancrage sur le châssis directement. Et lorsque on achète ce véhicule-là, on peut soit l'équiper ou l'équiper par la suite avec des équipements de tiers parties, de rock rail ou de marchepieds fixés au châssis qui sont réellement robustes et capables de prendre tout le poids du véhicule
s'il devait s'affaisser sur une roche, une souche ou quelque chose comme ça, sans endommager la carrosserie. Là, ça, c'est des marchepieds réguliers. Je vais vous le montrer. D'ailleurs, le Toyota Tundra TRD Pro qu'on avait pu essayer l'an dernier, lui, était équipé là, de ces fameux Rock Rail. Donc, Toyota, bien que là, ici, on a une version plus civilisée pour la route, ils ont quand même pensé aux gens qui allaient modifier leur véhicule pour faire du hors-route. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bien, moi, je suis content qu'on donne l'option aux gens, puis après ça, ils font bien ce qu'ils veulent. On s'en va à l'intérieur. Nous voici maintenant à l'intérieur du 4Runner. On l'a mentionné précédemment, version SR5, donc de base. Chez Toyota, il existe certains véhicules avec des versions SR, mais pas dans le 4Runner, donc plastique dur. Alexandre ferait probablement une crise de je ne sais quoi s'il embarquait dans ce véhicule-là. Mais moi, je suis content parce que la stratégie de Toyota, ça a été d'offrir un 4Runner, puis là, ça, c'est peut-être plus un contexte pour les Américains, là, mais à un prix relativement raisonnable, qui était relativement proche de l'ancienne version, même si, bon, il y a de l'inflation et toutes sortes de choses. On va vous dire le prix à la fin de l'épisode. C'est quand même un véhicule dispendieux, mais on est très loin là, du prix du GX, qui est une voiture que j'adore. Donc, pour en arriver là, on a coupé. Puis là, on va parler de patentes et gugus. Où est-ce qu'on a coupé? Qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on vous donne pas? Parce que c'est quand même un véhicule dispendieux. Mais nous sommes équipés de bancs à commande manuels pour avancer, reculer, baisser, monter le banc. Mais on a l'ajustement du support lombaire électrique. Quelque chose qu'on voit généralement dans des voitures de luxe. Fait que là, je sais pas, est-ce que la stratégie de Toyota, c'était de dire on enlève tout ce qu'on peut, mais là, ça coûterait plus cher de mettre l'ajustement lombaire manuel ou de ne pas le mettre versus mettre le même? Écoutez, je sais pas trop. Mais je trouve ça quand même drôle. Bon, dans la porte, ici, on a quand même beaucoup d'espace de rangement. Ça reste un véhicule qui se veut être le plus pratique possible. Puis après ça, sur la console, puis le tableau de bord, c'est le festival du blank switch, le festival du bouton caché, capé, bref, du bouton qui n'est pas un bouton puisque la fonctionnalité n'est pas disponible. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, juste ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 au centre. Puis, il y en a peut-être d'autres de cachés. Nous avons un espace pour mettre 2 téléphones. C'est quelque chose que je mentionne souvent. C'est le fun d'avoir la place pour mettre 2 téléphones parce qu'on peut avoir 2 personnes dans le véhicule. Mais pas de chargeur à induction dans cette version. On a aussi un écran de taille relativement modeste pour aller avec la version qu'on essaie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui nous manque là, en termes de fonctionnalité? Je ne connais pas tous les détails de toutes les versions, mais ce qui est certain, c'est qu'on a diminué au niveau là, des équipements de luxe, mais on a aussi pas certaines fonctionnalités hors route telles que les différentiels verrouillables et ce genre de choses-là. Nous avons tout de même un combiné d'instruments numériques. Il n'y a pas non plus de toit ouvrant. Patentes et gugus supplémentaires. La climatisation n'est pas automatique. Et ça, je pense que c'est la première voiture que je vois à ce prix-là qui avait la climatisation pas automatique. J'avais soulevé, puis d'ailleurs, j'avais appelé Alexandre. J'étais tellement content de voir que dans la Kia K4 de base, il n'y avait pas la climatisation automatique. Puis j'étais là, enfin, on nous donne des voitures là, où on enlève vraiment des choses, mais pour nous donner un meilleur prix. Bien, dans le 4Runner, pas de climatisation automatique. C'est plus ou moins de chaleur, plus ou moins de ventilateur. That's it, that's all. Donc, c'est ce qu'on a pour le prix qu'on paie aujourd'hui. Relativement sobre, peu d'accent de couleur. Au niveau de la console centrale, beaucoup de patentes et gugus de forme de rangement. J'avais la même plainte là, dans le Tacoma. Je sais que, je pense que par exemple dans un Tundra TRD Pro, dans un 4Runner TRD Pro, dans un Tacoma TRD Pro, c'est probablement adéquat d'avoir toutes ces poignées, toutes ces choses-là. Mais dans une version de base, je trouve que c'est un peu... Ça manque de... Ça fait jouer un peu. Donc ça mérite un peu. Mais bon, regardez, c'est la vie. C'est la même console centrale pour tout le monde, puis probablement qu'il y a des accents de couleur dans les versions TRD.
dernière patente Zigugus. Nous avons un véhicule avec l'entrée sans clé, donc version de base. On a ici notre clé, mais il y a une barrure du coffre à gants. Donc, il y a beaucoup de véhicules qui permettent de verrouiller le coffre à gants, mais j'avais l'impression qu'avec la disparition des clés physiques, on avait vu la disparition de ça. Mais là, quand je suis entré dans la voiture, on a très clairement un verrou bien montré visuellement dans son visage. Mais pour verrouiller le coffre à gants, vous devez sortir votre clé de secours qui permet de déverrouiller le véhicule dans le cas où la batterie de la télécommande ne serait plus fonctionnelle. Puis là, généralement, la plupart des voitures, vous déverrouillez la porte, puis bien que l'antenne radio qu'il y a dans la manette qui requiert une batterie ne soit plus fonctionnelle, il y a généralement une puce RFID qui, elle, ne requiert pas de batterie, qu'on peut placer à un certain endroit dans le véhicule pour le démarrer. Bref, c'est cette clé-là qu'il faut utiliser pour verrouiller et déverrouiller le coffre à gants. Bon, puis là, j'avais pas compris, il faut que la clé soit enlevée pour que ça soit bien verrouillé. Bref, ça fait pas mal le tour des patentes Zigugus à l'avant du 4Runner. Une version délicieusement de base d'un VUS dans une catégorie où on se permet d'être assez chérant chez d'autres constructeurs, ainsi que chez Toyota dans les versions les plus luxueuses. À l'arrière du 4Runner, on retrouve un dégagement qui est un peu limité. Bon, en hauteur, c'est tel que tel. Là, on a un VUS hors route sur châssis en échelle. Le Land Cruiser, d'ailleurs, est significativement plus élevé. Je pense qu'il y a même plus que 10 cm de différence. Bon, moi, je mesure 1,71 m environ. J'ai quand même du dégagement pour la tête, quand même un peu de dégagement pour les jambes, mais moins de dégagement que dans bien des VUS compacts et surtout que dans bien des VUS compacts électrifiés. Il y a deux raisons à ça, à mon avis. D'abord, c'est un VUS sur un châssis en échelle. Vous allez voir la forme de la porte. Donc, c'est une porte là, qui est définitivement très affectée par l'arche de roue, donc la structure de la voiture, le châssis qui est en dessous de ça. Fait que ça fait une ouverture qui est assez faible dans le bas. On n'a pas de difficulté à monter, sortir du véhicule, surtout avec les marchepieds, ça se fait bien. Mais relativement peu de dégagement pour les jambes. Et la deuxième raison qui explique ça, à mon humble avis, c'est la présence de quelque chose que peu de gens demandent, une troisième rangée. Donc, un peu comme le Mitsubishi Outlander ou Outlander PHEV qui est disponible, en fait, qui est offert en version à 7 places. Il y a une troisième rangée. Je vais essayer de me rendre à la troisième rangée, mais je pense que quand on regarde le 4Runner, bien que ce soit relativement un gros véhicule, on pense même pas au fait que c'est un VUS 3 rangées. C'est comme une notion qu'on oublie parce que c'est pas vraiment nécessaire. J'ai l'impression que ça défie un peu là, la valeur ou le but, l'objectif de ce véhicule-là que d'avoir une troisième rangée. Surtout que Toyota offre le Sequoia, qui est un VUS à 3 rangées sur châssis en échelle. On a le Highlander qui est mieux adapté si on veut un VUS plus petit intermédiaire à 3 rangées. Puis on a le Grand Highlander qui offre énormément de place à la troisième rangée, là, qui est un VUS qui est essentiellement de la taille d'une minivan. C'est vraiment impressionnant. Donc, pourquoi chez Toyota, on s'agrippe encore à cette idée-là d'avoir une troisième rangée minuscule qui peut-être compromet l'espace à la deuxième rangée du 4Runner? Ça va être un peu une de mes critiques. Personnellement, moi, j'aurais préféré une version dédiée 5 passagers. Et puis, on aurait pu là, garder, il y a assez de VUS 7 places dans la gamme de Toyota. Il y en a 3 autres, juste chez Toyota, puis on ne parle même pas de Lexus, pour répondre à ce besoin-là. Donc ça, c'est ma version personnelle. Sinon, même sobriété qu'à l'avant, on a une prise 400 watts, 110 volts.
Je sais pas si tu as été des pionniers, là, mais ça fait quand même plus de 15 ans, ou au moins 15 ans qu'ils offrent cette fonctionnalité-là, parce que même dans le Tacoma de mon frère 2010, il y a une prise 400 watts. On n'a pas augmenté la puissance depuis. Je pense que si on est pour offrir une prise 110 volts, là, on est rendu au point où les véhicules devraient offrir 1500 watts, mais bon, c'est peut-être limité. On n'a pas de version hybride ici aujourd'hui. Ça reste un VUS conventionnel, puis c'est la batterie 12 volts là, qui alimente ça ici, probablement avec un ondulateur. Donc, on va faire une tentative d'accéder à la troisième rangée. Il y a un levier ici, quand même efficace chez Toyota. Ça permet à la fois de rabattre le dossier et d'accéder à la troisième rangée que j'ai déjà déployée ici. Donc, je vais monter sur la marche, monter sur l'autre marche. On a deux petits bancs séparés. Et puis, voilà, hein, bien sûr, on a les genoux bien enfoncés dans la banquette. Comme expérience, je vous dirais que c'est très similaire à la troisième rangée du Outlander PHEV qu'on a à la maison. Donc, oui, on a cette troisième rangée-là, là, mais c'est très accessoire. C'est vraiment là, pour des enfants de petite taille. Probablement qu'on la spécifie la hauteur, là, mais à 1m70, 5 pieds 7, ça le fait pas, là, ou en tout cas pour un très court trajet peut-être, mais certainement pas pour de longues distances. À l'arrière du 4Runner, on retrouve cette vitre-là qui d'ailleurs, je crois, peut être abaissée et remontée. On va voir si on est capable de faire ça. Ben oui! Donc la vitre qui s'abaisse, c'est l'un des tours dans le sac du 4Runner qui existait déjà dans la version précédente. Patente des Gugus, on a des boutons ici qui permettent de verrouiller et déverrouiller le véhicule en entier lorsqu'on a la clé dans ses poches depuis le coffre. Donc ça, Toyota ont fait quand même quelques petites innovations comme ça dans les dernières années. Hein. Sur le Tundra, il y a comme un bouton dans le phare qu'on peut toucher avec son coude pour ouvrir le panneau. Donc ça, je trouve qu'on réussit quand même à innover avec des petites choses pratiques du quotidien. Ça se peut qu'on soit derrière la voiture, qu'on veut ouvrir le coffre, puis après ça, on va vouloir accéder à une porte. Donc on peut tout verrouiller et déverrouiller d'ici. Nous avons un haillon qui n'est pas à commande électrique dans le véhicule d'aujourd'hui. Et là, on retrouve le coffre derrière la troisième rangée. C'est bien évidemment très petit. Là. Vous voyez, à peine ma main qui est capable de se présenter ici. Donc, assez limité. On va rabattre maintenant les sièges de la troisième rangée. Donc, assez limité. Ensuite, on peut venir ici rabattre les appuis-têtes et puis les sièges. Pas de commande électrique, mais ça se fait manuellement super bien. On a ensuite là, accès à un plancher qui est assez plat avec derrière la deuxième rangée, un volume cargo qui est quand même assez impressionnant, là, digne d'un VUS intermédiaire. On va maintenant rabattre la deuxième rangée. Il ne semble pas y avoir de bouton à l'arrière pour le faire, à moins de faire un peu de gymnastique. Donc, on entre à l'intérieur. On peut aussi, bien sûr, faire ça depuis la deuxième rangée. Et on peut rabattre nos sièges. C'est la même commande là, qui fait le rabattage du dossier puis le soulèvement du siège. Donc là, ça vient comme créer un espace. Mais on peut aussi, bien sûr, avoir un plancher là, qui n'est pas très plat, mais qui donne quand même un bon volume. Et si vous êtes des adeptes du camping, il y a certainement assez de place ici pour dormir derrière les sièges conducteurs, à moins qu'on soit très grand. Nous voici maintenant au volant du 4Runner avec sa motorisation 2.4 litres turbo non hybride. On vient de faire une légère accélération, puis je pense que ce que vous pouvez remarquer, c'est que c'est une motorisation qui est quand même assez bruyante. C'est une plainte qu'on a envers presque
tous les véhicules Toyota munis de moteurs 4 cylindres, généralement, on la cible sur les motorisations hybrides, hein, parce qu'avec la ECVT puis le moteur 2.5 litres, là, on a quand même quelque chose de rugueux qui monte relativement en régime puis qui est assez bruyante, mais la réalité, c'est que même si on a une architecture très différente ici avec le 2.4 monté longitudinalement et une transmission plus conventionnelle sans le système hybride, ça reste quand même un moteur qui est bruyant puis rugueux. Puis on n'a pas tant de douceur que ça. Là, j'avais pas essayé en fait de véhicule Toyota avec le 3.5 litres, des Tacoma, tout ça. J'en ai conduit quand même pas mal avec le 4 litres, Forerunner aussi, mais jamais là, avec le 3.5, je pense qu'il est un peu plus doux. Mais il reste que je sais pas. Je pense que mon irritation, plutôt là, ma déception vient du fait que j'ai eu l'opportunité puis la chance d'essayer le Lexus GX, qui est donc le Lexus GX 550, hein, qui est construit sur la même plateforme que le Forerunner qu'on essaie aujourd'hui. C'est un véhicule qui est muni du 3.5 litres turbocompressé, donc du V6 biturbo de chez Toyota 3.5, 3.4, là on ne sait jamais. Et c'est tellement une motorisation exceptionnelle qui donne tellement de puissance et de couple, qui est tellement excitante dans le GX. Puis là, on tombe dans notre Toyota 4Runner avec le 2.4 litres qui est plus rugueux, qui est moins puissant, qui a moins de couple. Je trouve que c'est un peu décevant. C'est pas que c'est une mauvaise motorisation, hein. C'est pas que le véhicule se déplace pas bien. C'est quand même une bonne motorisation, puis c'est certainement un véhicule là, que vous allez pouvoir garder longtemps, puis je pense qu'on peut s'y habituer. Là. On est quand même avec quelque chose de beaucoup mieux que le 4 litres et la transmission 5 vitesses qu'on avait dans le Forerunner précédemment, là, parce que la précédente génération de Forerunner a été étirée immensément longtemps. Donc, tout de même, beaucoup mieux qu'avant, parce que le 4 litres, c'était pas top. C'était vraiment une vieille motorisation. Mais il reste ayant conduit le GX, je pense que je me plains un peu. Si j'avais pas eu l'opportunité d'essayer le GX, le Tundra qui ont cette motorisation-là, probablement que j'aurais moins fait ces commentaires-là. Sinon, ce que je remarque, bon, on a quand même un VUS sur châssis en échelle. On est quand même assis relativement haut. Puis c'est relativement mou au niveau des suspensions, mais c'est pas non plus... je ne saurais pas comment l'exprimer. On absorbe super bien les bosses, là, surtout pour un véhicule sur un châssis en échelle. Ça ne sautille pas, ça se comporte quand même très bien. C'est assez civilisé. Ceci étant dit, on se rappelle bien sûr qu'on est sur un véhicule là, qui est muni d'un châssis en échelle. Si vous faites aller le volant à gauche et à droite, ça va tanguer, mais c'est normal. Je pense pas qu'on peut s'attendre à bien mieux que ça. Donc oui, ça tangue quand même pas mal, même avec des petits changements de direction. La transmission fait quand même très bien son travail. Donc à ce niveau-là, j'ai peu de plaintes. On a déjà parlé de l'intérieur, là. Moi, je trouve qu'au niveau de la console centrale, c'est trop... On n'est pas dans une version TRD. Là. J'aurais aimé ça avoir quelque chose de plus sobre. Mais sinon, on est dans un Toyota très, très, très typique. On n'aura malheureusement pas la chance d'essayer le véhicule de cette semaine en route. Ce qu'il faut noter, par exemple, c'est que la version SR5 qu'on essaie aujourd'hui, elle n'est pas équipée là, des goodies hors route. Donc, il n'y a pas de plaque de protection supplémentaire en dessous, pas de différentiel verrouillable ou d'éléments comme ça. On a quand même différents modes de conduite, là, mais c'est une mécanique là, plus ouverte, moins orientée vers le hors-route. Ça demeure un véhicule qui a bien sûr des bonnes capacités hors-route. Donc, on n'a pas toujours la chance d'essayer les véhicules hors-route. On avait pu essayer, Alexandre et moi, le LX dans un parcours là, qui avait été spécifiquement désigné là, pour en montrer les capacités l'année dernière. Donc, c'est une plateforme, le LX est plus gros, là, mais c'est la même plateforme, qui est définitivement capable de prouesse en route.
mais pas dans la version qu'on a aujourd'hui. Nous avons tout de même la boîte de transfert à 2 vitesses. Donc, on a le high et le low, dépendamment des... donc, c'est assez classique là, à ce niveau-là. Je ne vais bien sûr pas engager la conduite en gamme basse, là, avec la boîte de transfert en gamme basse, donc le low. Ceci étant dit, il faut quand même transitionner avec la roulette ici entre le 2x4 et le 4x4. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer le véhicule, mais contrairement à la plupart des VUS compacts équipés de systèmes Aldex ou de ce type, nous n'avons pas de transition 2x4, 4x4 qui se fait automatiquement. Donc, si vous voulez utiliser le 4x4, il faut engager le 4x4. Si vous voulez passer en gamme basse, il faut se mettre au neutre. Donc ça, si vous n'êtes pas habitué avec un VUS qui est vraiment plus un 4x4 et non pas une traction intégrale, il faut quand même être conscient de ce choix-là. Il faut choisir là, si vous allez utiliser le 4x4 ou le 2x4. On peut quand même passer, ceci étant dit, du 4x4 au 2x4 en roulant. Donc là, je viens de le faire. Ces systèmes-là, je ne connais pas les particularités pour le Forerunner ici, là, mais souvent, il va y avoir une vitesse maximale à laquelle vous allez être capable de changer. Donc, pas nécessairement à vitesse d'autoroute, mais on peut le faire à des vitesses de déplacement en ville. Si vous êtes dans des conditions enneigées, par exemple, puis vous devez transitionner du 2x4 au 4x4, vous devriez être capable de le faire, comme je disais, à moins que vous soyez à des vitesses d'autoroute. Donc là, on est en 4x4. Et c'est drôle parce qu'on sent que la programmation du moteur est vraiment différente. C'est pas quelque chose que je peux tester maintenant, mais ce que je sais, c'est que d'autres journalistes qui avaient remarqué que dans le Tacoma, entre autres, la programmation et du système de contrôle anti-patinage là, était très différente en fonction des modes, y compris en 4 lots. Fait que ça, je pense que Toyota le fait quand même bien. On voit que on reste à des régimes plus élevés, donc on adapte la programmation du moteur puis comment le véhicule réagit en fonction du mode de conduite 2x4 ou 4x4. Donc là, on va retomber en 2x4. On entend la boîte de transfert qui déclenche, donc c'est quand même presque, je dirais... Ben là, c'est sûr que je le fais à l'arrêt, donc à l'arrêt, c'est plus souple, mais si vous le faites en se déplaçant, ça avait fait un petit déclenchement. Puis nos modes de conduite, ben, c'est sport, normal et éco. Puis on a un mode tow all. Donc encore là, ça va être un mode où on va probablement aller favoriser des régimes plus élevés pour favoriser la conduite, en fait le fait de tirer des lourdes charges. Je pense que ça fait le tour pour nos impressions de conduite. Un VUS sur un châssis en échelle typique, mais qui demeure quand même assez civilisé, certainement à des années-lumière de l'ancienne plateforme que le Tacoma et le Forerunner ont partagé pendant un bon moment. On se retrouve dans la conclusion de notre épisode. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Forerunner. On vous l'a présenté dans une revue assez classique sur plus de millage. On voulait parler de l'électrification. Je vais y arriver dans un instant. Mais avant de conclure, le véhicule qu'on essaie aujourd'hui coûte 57 000 $. Donc, c'est relativement dispendieux. Mais Toyota, quand même, n'est pas tombé dans le panneau là, de ce que beaucoup de constructeurs font. On peut avoir une version hybride pour à peu près 70 000 $, alors que chez Jeep, là, avec le Jeep Wrangler, par exemple, je trouve qu'on tombe très rapidement dans les 70-80 000 $. Ça tombe complètement exagéré. Donc là, on a une version de base qu'on a essayé aujourd'hui à un prix relativement raisonnable. Puis là, avec l'hybride à 70 000 $, c'est quand même plus dispendieux si on veut profiter là, des gains en économie d'essence, surtout en ville. Je voulais parler de l'électrification. Donc, il y a peu là, de VUS hors route électrifiés sur le marché. Il y a le Hummer EV, mais c'est un véhicule à plus de 100 000 $, donc ça ne compte pas. Le Mercedes Classe G, là, je pense qu'on est à plus de probablement 200 000 $, ou certainement 180 000 $ en montant, pour les versions électrifiées du Classe G. Chez les autres constructeurs, il y a le Jeep Wrangler 4XE. On l'a déjà essayé à plus de millage. On trouve que c'est un véhicule qui a définitivement un intérêt parce qu'on a les avantages
ou plutôt l'intérêt du Jeep Wrangler avec le toit qui se retire, le look et tout, qui permet quand même d'avoir une consommation là, purement électrique sur une courte distance. Ceci étant dit, la consommation d'essence en hiver ou en mode hybride de tout ce qui est hybride branchable chez Stellantis, c'est absolument horrible. Puis au niveau de la fiabilité aussi, c'est pas nécessairement un véhicule super intéressant. Il y a un bon historique de véhicules qui prennent en feu, tout comme les Jeep Wrangler non PHEV, non 4XE. Fait que là, est-ce que ça prend feu parce que c'est électrique ou parce que c'est un Jeep Wrangler? On ne sait pas trop. Donc, chez Toyota, on offre quelque chose de beaucoup plus fiable qui peut être disponible en version hybride, mais on n'a pas de version vraiment électrifiée ou 100% électrique du 4Runner. Puis je pense que ça va être un segment qui est vraiment difficile à électrifier parce que on veut avoir une bonne garde au sol. Même dans les versions thermiques, on fait des compromis avec la bavette comme on vous a montré à l'avant que honnêtement, là, beaucoup de gens vont retirer. Même pour la conduite hivernale sur un VUS, je trouve que c'est assez bas, probablement moins de garde au sol que mon Toyota RAV4. Donc, c'est assez complexe. C'est quand on a tous ces éléments-là, donc on a la carrosserie qui est très carrée, des pneus de bonne dimension, une bonne garde au sol, beaucoup de dégagement sur les arches de roue, un véhicule qui est assez large, des éléments de style plutôt carré. Je pense que ça va rendre ça vraiment difficile parce que si c'était un véhicule qui était électrifié, peut-être qu'il consommerait du 35 kWh par 100 km. Puis ça ferait qu'on aurait besoin d'une super grosse batterie pour le faire fonctionner. Puis là, on tombe dans un peu ce qui arrive chez GM avec le Hummer puis le Silverado EV, où est-ce que pour avoir des autonomies raisonnables, on a des batteries qui sont absolument immenses. Puis là, ça fait des véhicules qui sont super lourds. Le Cybertruck, c'est une plus petite batterie, puis là, on mise sur la recharge plus rapide. Puis d'ailleurs, c'est un peu un véhicule là, dans cette catégorie-là, quoique c'est une camionnette, mais on voit très peu là, de ces versions-là. Fait que moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est qu'il y aurait trop de compromis à faire ou on tomberait avec des véhicules trop chers si on le faisait dans un VUS du format du 4Runner. Donc, ce que je pense qu'on va voir arriver, puis ce que j'aimerais vraiment voir, c'est des petits VUS carrés électrifiés. Fait qu'on n'aura pas nécessairement l'architecture de châssis en échelle, essieux rigides, ce qu'on associe typiquement à un 4x4, mais je pense qu'on va voir apparaître sur le marché des VUS plus urbains avec un look carré de gros VUS hors route arriver dans les prochaines années. Il y a un peu d'ailleurs la camionnette / VUS de Slate qui va être disponible avec un package hors route que vous pouvez installer vous-même. Je ne suis pas sûr que ça va être disponible au Canada, ce véhicule-là, mais ça pourrait être une de ces voies-là. Je pense que les constructeurs vont d'abord offrir des plus petits véhicules que le 4Runner. Sinon, on tombe à plus de 100 000 quand ces véhicules-là sont électrifiés. Fait que je pense que ça va être ça le chemin. Mais avant qu'on voit un 4Runner 100% électrique, d'après moi, il va falloir attendre probablement au tournant là, de la décennie 2030. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ça me surprendrait. Toyota offre des hybrides sur sa plateforme de camionnettes et de VUS sur châssis en échelle. Je pense qu'ils nous ont dit que ça serait possible d'avoir des versions électrifiées là-dessus ou PHEV. Mais d'après moi, il va falloir attendre encore quelques années. Moi, personnellement, je pense que c'est une plateforme où est-ce que un modèle PHEV, ça serait plus accessible. Je ne sais pas à quel point Toyota va se permettre d'aller loin là-dedans. Dans une version PHEV, je veux dire non pas 100% électrique, parce que dans l'architecture hybride, que ce soit le 4Runner, le Tundra, le Tacoma, ont été là, très conventionnel. Donc, on a maintenu moteur longitudinal, boîte de transfert, système hybride plus de base, moins avancé que dans les versions à CVT ou à ECVT. Je pense que si on voulait passer au PHEV puis avoir quelque chose de plus efficace, moi, là, si on vivait dans mon monde où tout est possible, j'irais avec moteur longitudinal, la transmission, moteur électrique dans le différentiel en arrière, pas de boîte de transfert, quelque chose de vraiment efficace ou qui nous permet d'être très efficace en 2x4 sur l'autoroute en mode hybride régulier. Puis je ferais le 4x4 à l'avant avec des moteurs électriques. Fait que plutôt que de mettre un différentiel avec la boîte de transfert,
je ferais l'inverse de ce qu'on voit sur un RAV4 où les roues arrière sont mues 100% électriques, les roues avant par le système hybride. Donc, je ferais l'inverse. Les roues arrière mues par le système hybride avec une architecture assez traditionnelle, mais pas de boîte de transfert, puis un système 4x4 électrique à l'avant. Je pense pas qu'on va voir ça arriver. Je pense que ce qu'on pourrait voir, ça serait dans les quelques prochaines années, 2, 3, 4 prochaines années, un modèle PHEV, mais je serais surpris que Toyota fasse le saut avec une architecture plus funky comme je l'imagine. D'après moi, ça va être assez conventionnel et ça risque de venir aussi là, au prix d'une consommation électrique qui est assez élevée. C'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui avec le 4Runner, un véhicule que j'ai quand même bien apprécié. Je trouve qu'il est un peu en retard dans son électrification. Je trouve qu'on devrait d'abord juste offrir des versions hybrides. Il devrait avoir une version de base SR5 hybride selon moi. C'est Gabriel pour plus de millages. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Puis on se dit à la prochaine!